Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine qui s'achève a été marquée par plusieurs données sur les prix aux États-Unis, notamment l'indice des prix à la production, avec des surprises plutôt moyennes, parce que nous avons d'un côté un ralentissement sur les prix à la production qui se poursuit. C'est le 5e mois consécutif de tassement, de ralentissement de l'indice des prix à la production aux États-Unis, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, qui va dans le sens d'une détente à venir toujours, d'une détente qui est toujours en train d'être opérée sur la question des prix aux États-Unis, qu'on voit également se faire via les indices d'inflation type IPC par exemple. Mais de l'autre côté, les publications de cette fin de semaine ont montré que d'un mois à l'autre, donc non pas sur les données annuelles, mais sur les données mensuelles, eh bien, par contre, on a un rebond qui n'était pas attendu, un rebond plus fort qu'attendu, et surtout, on a eu une révision également des chiffres précédents. Et ça, effectivement, le marché a hésité en termes d'interprétation, parce que d'abord, la première lecture, c'était une baisse pour les marchés, une baisse assez sensible d'ailleurs, assez immédiate, assez instantanée, les algorithmes détectant que le chiffre, effectivement, est supérieur aux attentes. Et de l'autre côté, on a un rythme annuel qui, lui, est toujours en train de ralentir. Mais c'est vrai que les publications là, de cette fin de semaine, même sur le rythme annuel, eh bien, on a un ralentissement qui a été un peu moins marqué que ce que le consensus attendait. Donc, toujours de quoi entretenir un petit peu de volatilité sur les marchés. C'était un des thèmes de cette semaine d'ailleurs. On a eu un rebond de la volatilité sur les marchés américains, ce qu'on mesure via le VIX, l'indice VIX qui mesure la volatilité du S&P 500, le plus gros indice américain. Eh bien, le VIX qui évoluait proche des 20, voire même un petit peu sous 20 il y a quelques jours, eh bien, est remonté entre 22 et 23. C'est une hausse de 10 à 15% de la volatilité cette semaine, sur justement des thématiques qui sont des thématiques d'ordre macroéconomique, en fait, d'ordre ralentissement mondial. On voit qu'il y a eu plusieurs chiffres, notamment sur la Chine, par exemple, des chiffres sur la balance commerciale chinoise qui ont montré en novembre un très fort ralentissement, une baisse même de tout ce qui est importation et exportation, donc double mauvais signal. Par rapport aux importations, c'est le signe que la demande intérieure reste faible, donc marquée par ces confinements successifs, même si on voit que les mesures sont en train d'être allégées, assouplies, probablement d'ailleurs, par rapport à ces chiffres attendus, et donc qui confirment que l'économie chinoise a vraiment subi un coup de ralentissement extrêmement fort. Mais aussi, le chiffre qui n'est pas terrible, c'est que la partie exportation pour la Chine est également fort repli en novembre, signe également que la demande extérieure, États-Unis, Europe, reste faible. Ou est faible, dans un contexte là aussi de ralentissement économique mondial lié à la fois aux opérations de normalisation de politique monétaire qui ont fait grimper les taux très fortement, et donc ce qui freine l'activité économique, toujours lié aussi à la question géopolitique, ces tensions géopolitiques qui continuent de freiner le sentiment et l'activité au niveau mondial. Donc tout ceci a pesé sur les indices cette semaine, non pas qu'il y ait eu de mouvements très brutaux sur les indices, mais on a une semaine qu'on peut qualifier de consolidation sur les indices. Et dans les podcasts précédents, on expliquait que c'est ce à quoi il fallait s'attendre justement, qu'après l'énorme rallye de octobre et novembre sur les marchés, eh bien qu'on allait rentrer dans une phase où les mauvaises nouvelles d'ordre macroéconomique avaient plus de chances d'être intégrées comme de vraies mauvaises nouvelles et pas forcément de catalyseurs d'attente par rapport à une banque centrale qui serait moins accommodante. Ça, les marchés ont déjà joué cette thématique en octobre et novembre. Là, désormais, on l'a vu, par exemple, il y a quelques jours avec l'ISM manufacturier aux États-Unis qui est tombé en dessous des attentes. Cet ISM manufacturier, eh bien, le marché l'a pris comme tel, un chiffre qui marque un ralentissement, qui marque un tassement économique, et le marché a vendu ces chiffres-là. Et inversement, on voit que les bons chiffres d'activité économique aux États-Unis, on se souvient par exemple il y a quelques jours, le fameux rapport sur l'emploi qui était meilleur qu'attendu, ça avait fait baisser les indices parce que du coup ça remet une pièce dans la rhétorique que la Fed va devoir maintenir une politique restrictive pendant quelques temps encore. Et puis on se souvient également qu'en début de semaine, on a un autre indice d'activité qui est l'ISM Service aux États-Unis, qui mesure l'activité dans les services et qui lui est ressorti supérieur aux attentes. Et là aussi, entretenant la question du durcissement monétaire du côté de la Fed. Alors, on voit bien qu'on est dans cette espèce d'entre-deux, si vous voulez. C'est-à-dire que d'un côté, des statistiques macro plutôt résilientes, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour les États-Unis. Ça peut vouloir dire aussi que les États-Unis ne sont pas obligés de passer par la case récession pour normaliser un peu l'inflation, mais à la fois, comme ces données sont très mitigées en ce moment, il y a des bonnes et des mauvaises données, eh bien, le marché hésite toujours. Il se dit, si effectivement on va vers une récession, là, par exemple, dans les mois qui arrivent aux États-Unis, il n'y a pas non plus de raison d'aller trop sur les valorisations, sur les indices, et de rebondir trop fortement. Et à la fois,
Si on a des données qui sont plus faibles d'activité, eh bien ça va aussi être favorable à un tassement de la pression sur les prix, ce qu'on voit sur la dernière publication aux États-Unis. Et ça, c'est plutôt de nature à freiner la Fed dans ses velléités de normalisation. Ça commencera à envoyer des signaux que la normalisation commence à arriver un petit peu à son plafonnement. Ensuite, un plateau très probable pendant quelques temps, avant de commencer à rebaisser les taux et d'arrêter la normalisation monétaire. Donc vous voyez, on est dans cette espèce d'entre-deux-là qui fait que les indices, pour l'instant, ont plutôt de bonnes raisons de consolider et n'arrivent pas à trouver des directions bien définies. Et c'est dans le propre de la consolidation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens unique et il n'y a pas une interprétation unique aux données économiques. Finalement, le marché se sert aussi de certaines données un peu comme alibi, comme excuse pour aller chercher un mouvement, ce qui favorise une consolidation qui est aussi un mouvement nécessaire, qui peut être souhaité aussi par certains acteurs de marché parce qu'ils estiment que le rallye était suffisant et qu'ils attendent aussi peut-être de meilleurs points d'entrée sur des phases de retracement pour remettre un peu de cash. Là, je pense aux gestions, notamment aux gestions d'actifs dont les poches de cash sont assez fortes en ce moment, qui attendent de ce genre de retracement, de correction, de consolidation pour revenir et pour réallouer ce cash sur les marchés. Donc voilà le résumé de la semaine. On a également eu ça en fin de semaine des données sur la confiance des consommateurs aux États-Unis. La confiance des consommateurs rebondit un petit peu par rapport au mois précédent, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Très probablement qu'il y a des effets liés aux matières premières, baisse du prix du pétrole, donc la baisse du prix des carburants également aux États-Unis. Il y a une sensibilité assez forte de la confiance des consommateurs par rapport à cette composante du prix de l'énergie aux États-Unis. Donc là, c'est une très bonne nouvelle. Le pétrole, cette semaine, a marqué son plus bas niveau depuis décembre 2021, donc un plus bas d'un an pour le pétrole aux États-Unis, qui est venu flirter avec la zone des $70. Donc c'est vraiment une décélération. C'est d'ailleurs partie des scénarios qu'on évoquait précédemment dans nos lives, à savoir que entre le ralentissement économique mondial, donc une demande qui faiblit, entre la volonté américaine d'accroître la production, d'ailleurs on le voit sur les chiffres, c'est bien concret, depuis 2 mois, on a une production pétrolière américaine qui s'est accrue, on voit que le nombre de forages en activité également sur la partie pétrole est en augmentation depuis plusieurs semaines, et on voit que les responsables politiques aux États-Unis font pression sur les compagnies pétrolières via des menaces sur une taxation plus élevée par exemple si elles n'accroissent pas la production et l'activité. L'objectif pour les États-Unis est très clair, c'est de maintenir un prix de l'énergie relativement peu cher pour favoriser la baisse de l'inflation, mais aussi dans un but stratégique qui est de reconstruire, de refaire, de remplir les stocks stratégiques de pétrole qui ont été beaucoup utilisés cette année pour justement éviter l'envolée du prix des carburants. Donc tout ceci, c'était le scénario qu'on a mis en place, et bien ça nous amène bien dans cette zone des $70 le baril, qui arrange tout le monde pour l'inflation et pour la partie stratégique américaine, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle du côté des États-Unis. On note également cette semaine, voilà, donc les chiffres, je n'ai pas, de la balance commerciale chinoise. Et puis donc, j'essaie juste de voir si j'oublie, si je n'oublie pas quelque chose au niveau de ce résumé. Non, on parle à peu près de tout. Voilà, donc on parle un petit peu des constantes de marché là, de ce qu'il fallait observer. Donc le VIX a un petit peu rebondi, la volatilité a un peu rebondi. On a également un petit rebond des taux en cette fin de semaine, notamment après ces chiffres des prix à la production aux États-Unis. Ça fait un petit peu rebondir les taux. On voit que la volatilité donc reste toujours dans cette zone 22-23. Et on voit que les matières premières restent toujours assez faibles, en tout cas la partie énergie. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que la partie des métaux reste par contre plutôt bien orientée. Quand on parle par exemple du cuivre, on sait que le cuivre, c'est un métal qui est très sensible à ce qui se passe au niveau de la Chine, à l'activité en Chine, et puis plus globalement à l'activité mondiale, mais c'est un bon proxy, c'est un bon repère par rapport à la Chine. Le cuivre, pour l'instant, décide toujours de garder une allure plutôt haussière, signe que sur certains marchés, on est déjà passé dans l'après pour la Chine. On voit d'ailleurs que les marchés chinois ont bien rebondi ces dernières semaines, ça en a déjà beaucoup parlé, que le segment obligataire chinois également, d'entreprise, a bien rebondi également. Voilà, on a vraiment l'impression que le plus dur a été vu sur la Chine, en termes de difficultés sanitaires, en termes de réglementation ou autre. Là, on a quand même l'impression que depuis maintenant un mois et demi, toute une série d'annonces, baisse de ratio pour les banques, baisse de ratio prudentiel donc pour les banques, qu'on voit le yuan se renforcer un petit peu, ce qui est plutôt un bon signe de confiance à nouveau. On voit des déclarations politiques qui sont plutôt à l'apaisement par rapport aux relations avec les États-Unis. Voilà, tout ceci participe de ce climat de détente. Et donc, on est dans ce schéma-là pour l'instant. Mais sur les marchés, les gros indices mondiaux, en tout cas aux États-Unis et en Europe, là, on est quand même entré dans une phase qu'on peut qualifier de phase de consolidation, qui est la bienvenue après l'énorme rallye des deux derniers mois, octobre et novembre. Et donc, il y a fort à parier que cette phase
perdure un peu quand même, hein, parce qu'on ne voit pas non plus d'énormes catalyseurs tout de suite pour le rallye suivant. C'est-à-dire que là, les marchés ont déjà bien anticipé les choses dans le rallye précédent. Ils ont anticipé le petit ralentissement de déclaration de la Fed, hein, de discours de la Fed, qui est un petit peu moins agressif dans sa rhétorique par rapport à la question du rythme des hausses de taux. On voit également donc, la Chine, ça le marché a déjà bien intégré dans ce rallye. Là, désormais, encore une fois, c'est un arbitrage entre les bonnes et les mauvaises nouvelles. Et donc, en ce moment, justement, dans une phase où les deux sont alternés, parfois des bonnes, parfois des mauvaises, et ça offre vraiment le contexte favorable à des consultations, un peu de prise de gain sur les indices, ce qui n'est pas néfaste, hein, pour les marchés. Évidemment, on aimerait toujours que les marchés ne fassent que monter, mais il y a quand même des rythmes, il y a des cycles, et après des phases aussi puissantes que les mouvements d'octobre-novembre, avec des rallyes de l'ordre de 20% quasiment, même un peu plus, hein, presque 30, même plus de 30% sur la Chine, là on est quand même en droit de se dire que là, le marché a besoin de souffler un peu, et ce genre de contexte de données économiques assez variables, eh bien c'est plutôt le genre de contexte qu'il faut pour favoriser ce type de consolidation. C'est pas négatif et ça créera les bases pour le prochain rallye, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'il faut parier sur un rallye de fin d'année? On donnait déjà notre sentiment sur les podcasts précédents. Moi je pense que le gros du rallye de fin d'année, on l'a surtout vu là en octobre-novembre, et que décembre sera plutôt un mois de consolidation, mais il y a normalement peu de chances d'avoir des marchés qui repartent très très fortement de l'avant dans ce contexte. La semaine prochaine, ce qui nous attend, donc lundi, on aura des chiffres sur le PIB britannique, la croissance britannique, donc on va surveiller ça de près. On ne perd pas de vue que le FTSE britannique, donc l'indice, hein, le principal indice de la bourse britannique, le FTSE 100, a une très belle résilience par rapport au CAC 40 et au DAX, qui eux-mêmes, hein, sont des indices qui ont bien rebondi ces dernières semaines. Eh bien, le FTSE, par exemple, en performance depuis le début de l'année, performe encore mieux que le CAC et le DAX. Et on peut trouver ça surprenant parce qu'il y a eu tout cet épisode au Royaume-Uni de tensions fortes, hein, sur l'obligataire souverain qui avait poussé la Banque centrale à cette panique qu'on avait eu, hein, sur les obligations souveraines britanniques, qui avait poussé la Banque centrale, la Banque d'Angleterre à intervenir à nouveau sur le marché pour calmer tout ça. Et bien, malgré tous ces épisodes-là, on voit que le FTSE est plutôt bien résilient. C'est à la fois lié à sa composition. Les valeurs qui composent le FTSE ont des valeurs qui ont bien performé cette année. La baisse de la livre a aussi un petit peu joué. Et puis, il y a aussi l'effet de changement politique au Royaume-Uni qui semble plaire aussi aux actifs britanniques. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est quand même un signe intéressant qui montre que le FTSE fait partie probablement des indices qui sont les mieux placés pour... Il suffit de regarder un indice d'ailleurs, hein, comme le FTSE, il n'est pas très loin de ses sommets historiques. Donc là, il va encore consolider un petit peu. Ce serait étonnant qu'il aille beaucoup plus haut à court terme comme les autres indices. Mais il est quand même très bien placé pour être un des premiers à revenir sur son sommet historique. Donc voilà, ça peut être une opportunité en termes de résilience et d'opportunité pour les prochains mois. On aura également lundi tout ce qui concerne les nouveaux prêts en yuan en Chine. Ça, c'est aussi important, hein. Quand la Chine veut faire du soutien, ce qu'elle nous montre maintenant depuis quelques semaines, ça passera aussi par ce genre de données. On verra si les nouveaux prêts, par exemple, le volume des nouveaux prêts a grimpé. On verra si la masse monétaire également a un petit peu grimpé, hein, pour notamment mesurer ce qu'on appelle le credit impulse, hein, c'est-à-dire l'impulsion crédit. Quand on voit que la Chine fait de l'impulsion crédit, c'est-à-dire quand toutes ces données sur les prêts, la masse monétaire augmente, c'est plutôt un très bon signe pour les marchés et pour l'activité chinoise globalement. Donc ça, on le verra lundi. Mardi, on aura le ZIU, l'indice ZIU pour l'Allemagne, qui est donc le sentiment économique en Allemagne. On rappelle que sur les dernières semaines, les derniers mois, si de mémoire c'est 1 ou 2 mois, on avait un petit rebond, même un rebond assez sympathique, hein, de l'indice ZIU. Donc on verra si ça se maintient bien en tout cas, hein, sur la prochaine publication. Voir donc si en Allemagne, on a un peu le sentiment aussi que le plus dur est passé. On le voit sur pas mal de choses, hein, sur les prix à la production en Allemagne, le rebond de l'indice ZIU, le rebond de l'indice IFO, en tout cas aux dernières publications. On voit que le sentiment des consommateurs s'est un petit peu amélioré également en Allemagne. Donc c'est ce qu'on va surveiller la semaine prochaine, voir si ce sentiment, hein, se confirme à nouveau pour cette nouvelle publication du sentiment économique en Allemagne. On aura également des indications sur la confiance des petites entreprises aux États-Unis via l'indice NFIB. On aura également, et ça c'est le gros rendez-vous de mardi, hein, les chiffres d'inflation aux États-Unis. Donc ça c'est la plus grosse donnée de la semaine prochaine avec la réunion de la Fed et de la BCE, mais ça sera donc mardi, chiffre d'inflation aux États-Unis, gros rendez-vous, ce sera l'après-midi. Mercredi, on aura l'inflation au Royaume-Uni et le soir, la décision de la Banque centrale américaine, où on attend donc des hausses de taux qui ralentissent à 50 points de base au lieu de 75 points de base jusqu'à présent. Ça reste quand même des grosses hausses de taux, mais ce qui va nous intéresser, c'est à la fois la hausse
en tant que tel, c'est le communiqué qui va accompagner, c'est très important, voir un petit peu la guidance de la Fed par rapport aux réunions suivantes. Et puis on aura également toutes les projections de la Fed en termes de projections par rapport à l'inflation, taux de chômage attendu, croissance attendue. Donc voilà, c'est un gros moment qu'on attend là, en ce milieu de semaine prochaine du côté des États-Unis. On aura également des chiffres sur la production industrielle en Europe, mercredi. Jeudi, on aura deux décisions, la Banque centrale suisse et la Banque centrale européenne. Juste avant ces deux décisions, le jeudi, ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi, on aura 3 données sur la Chine importantes, production industrielle, vente au détail, et investissement. Donc là aussi, une manière de voir où en est la Chine par rapport à sa macro. On voit des annonces de bonnes intentions depuis plusieurs semaines par rapport au pouvoir politique, ce qui est une bonne chose. Là, ce qu'on va voir, c'est d'un point de vue macroéconomique, est-ce qu'on est encore sur des données passé qui montre une économie toujours dégradée, ou est-ce qu'on commencera à voir les premières inflexions de ces nouvelles impulsions politiques qui sont données d'un point de vue économique, et ça commencera à apparaître sur ces données. Ça va être l'élément important qu'on mesurera jeudi. On aura ensuite, jeudi après-midi, les ventes au détail aux États-Unis, et on terminera la semaine vendredi avec les indices d'activité en Europe, PMI France et Allemagne, et également des PMI, donc ces fameux indices d'activité pour le service manufacturier et le secteur des services. Donc ce sera pour le Royaume-Uni vendredi matin. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.